Isabelle Coupet-Soubeyran, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPI. Alors, vous avez co-rédigé en mai 2017 un rapport pour le Parlement européen dans lequel vous abordez la refondation de la zone euro sous l'angle de la politique économique. Et vous reprenez ce travail dans la lettre du CEPI du mois de novembre, car il faut bien le dire, c'est selon vous un volet très important de la refondation de la zone euro. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup depuis quelques mois de réformer la zone euro, doter la zone euro d'un budget, d'un parlement, d'un ministre des Finances. Ce sont des propositions qui s'inscrivent dans le volet institutionnel et politique des réformes attendues. Et ce sont évidemment des aspects majeurs que je n'entends pas minimiser. Cela étant, je crois qu'il y a un autre volet à ouvrir qui me semble tout aussi majeur et qui est peut-être plus rapidement opérationnel. C'est celui de la politique économique de la zone euro. Mais alors, qu'est-ce qui cloche concrètement dans cette politique économique de la zone euro ? Disons que depuis l'introduction de l'euro en 1999, cette politique économique repose en grande partie sur la politique monétaire de la BCE. Et on attend beaucoup de cette politique monétaire. On attend trop, y compris ce qu'elle ne peut pas faire. Car, par définition, la politique monétaire ne peut pas faire du cas par cas. En tout cas, celle de la zone euro, puisqu'elle est conçue pour la moyenne de la zone. Or, si cette moyenne a du sens pour les pays qui ne sont pas trop éloignés de cette moyenne, elle ne signifie rien du tout pour ceux qui en sont loin. Si on se replace, par exemple, au début des années 2000, le taux d'intérêt de la BCE convenait plutôt bien aux pays dits du cœur, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. Mais ça ne convenait pas du tout aux pays de la périphérie, notamment l'Espagne, l'Irlande, le Portugal ou encore l'Italie. Et pour ces pays-là, tout particulièrement l'Espagne et l'Irlande, le taux d'intérêt de la politique monétaire unique était beaucoup trop bas. Et c'est précisément ce qui a alimenté une formidable bulle immobilière dans ces deux pays. Donc on peut dire, si vous voulez, que dans ces pays-là, eh bien, la politique monétaire unique a contribué à creuser les déséquilibres. Alors que les choses soient claires, tout de même, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait de ce fait renoncer à la politique monétaire unique et à l'euro. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas mobiliser uniquement la politique monétaire quand il s'agit de gérer des situations économiques et financières très asymétriques d'un pays à l'autre. Mais peut-être aurait-il fallu en fait que la politique monétaire réagisse à la formation de ces bulles immobilières. Je ne crois pas, en fait. Je crois que ça n'aurait pas été la solution à ces déséquilibres financiers, car en fait, ils étaient très différents d'un pays à l'autre de la zone euro. De la même manière qu'il n'y a pas mais plusieurs cycles des affaires dans la zone euro, précisément parce que la zone est hétérogène. Il n'y a pas mais plusieurs cycles financiers qui peuvent être très différents d'un pays à l'autre. Et faire réagir la politique monétaire unique à un déséquilibre financier moyen aurait même peut-être accentué le problème, car les écarts à cette moyenne auraient été encore plus importants. Mais alors que faut-il faire pour compléter cette politique monétaire unique, en fait, et de fait s'ajuster aux situations économiques asymétriques des États membres ? Alors, bien sûr, on peut tout d'abord penser à des mesures budgétaires nationales combinées à la politique monétaire unique, et elles auraient été fort utiles pour réagir à la crise financière de 2007-2008. Mais il faut penser la politique économique sur l'intégralité du cycle, dans sa phase ascendante et sa phase descendante. Or, c'est précisément dans la phase ascendante du cycle que les déséquilibres se forment et que les risques se prennent. Et ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que nous vivons dans des économies ultra-financiarisées, c'est-à-dire des économies où le poids du secteur bancaire et financier est énorme, où la finance domine l'économie et où, de ce fait, le cycle financier domine très largement, à la fois par son ampleur et par sa durée, le cycle des affaires. Et ça, eh bien, cela fait que les déséquilibres économiques prennent très souvent racine dans des déséquilibres financiers. Et contre cela, eh bien, la politique budgétaire ne peut pas grand-chose, ou à tout le moins, elle ne suffit pas. Mais alors comment fait-on concrètement pour prévenir ces déséquilibres financiers ? Eh bien, en complétant la politique monétaire unique par des instruments qui tempéreraient, réguleraient les cycles financiers nationaux. Par exemple, il est tout à fait possible de moduler pays par pays, le niveau des exigences d'apport des emprunteurs si l'on veut tempérer la demande de crédit immobilier. En parallèle, dans l'idée de réguler l'offre de crédit, on peut aussi ajuster les exigences de fonds propres des groupes bancaires en fonction de la position dans le cycle financier de chaque pays.
Mais alors quand vous dites « on », à quoi faites-vous référence concrètement? Je fais référence à une autorité européenne qui serait chargée de conduire cette action, de la coordonner entre les différents pays de la zone euro. Et quelle pourrait être cette autorité? En fait, elle existe déjà. C'est le Conseil européen du risque systémique, le European Systemic Risk Board, qui est en place depuis 2011 et dont la mission est de surveiller et d'analyser les risques qui pèsent sur la stabilité du système financier dans son ensemble. C'est une autorité qui déjà a une mission en matière macro-prudentielle. Et c'est ça, au fond, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les institutions et les instruments existent pour mettre sur pied cette politique de prévention des déséquilibres financiers qu'il faudrait calibrer au niveau de chaque pays et conduire à l'échelle de la zone euro. Et quid du rôle de la Banque centrale européenne? Alors, la BCE aurait bien sûr aussi un rôle à jouer, mais pas pour conduire cette action de régulation du cycle financier calibré par pays. Son rôle serait de surveiller les établissements systémiques. Et la bonne nouvelle, là encore, c'est que dans le cadre de l'union bancaire, eh bien, c'est déjà un peu ce qu'elle fait, puisqu'elle est directement chargée de surveiller les banques dites d'importance. On a donc en fait tous les outils pour mener à bien une politique macro-prudentielle à l'échelle de la zone euro. Disons que oui, on a pratiquement tout pour la mettre en œuvre. On a deux institutions, le SRB et la BCE, pour une action macro-prudentielle qui comprend deux volets, donc cela tombe plutôt bien. Et puis, on dispose aussi déjà de plusieurs instruments, des coussins contracycliques issus des accords de Bâle III, ainsi que des surcharges systémiques. On a également, selon les pays, d'autres instruments, comme par exemple des ratios loan to value, loan to income, qui permettent d'agir sur la demande de crédit, mais dont la responsabilité varie énormément d'un pays à l'autre, parce que c'est tantôt du ressort du superviseur bancaire, tantôt du ministère des Finances, tantôt des banques elles-mêmes. Donc ces responsabilités sont assez éclatées pour le moment. Reste en somme à assembler le puzzle. Oui, c'est exactement cela. Mais il faudra aussi, pour ce faire, renforcer d'une part le pilier contracyclique de cette politique macro-prudentielle sous la responsabilité de l'ESRB, le Conseil européen du risque systémique, et d'autre part renforcer aussi le pilier surveillance des banques systémiques sous la responsabilité de la BCE. Surtout, il faudra veiller à transférer la responsabilité des instruments macro-prudentiels à ces deux autorités, car actuellement, ces responsabilités sont extrêmement diluées, je vous l'ai dit, et il existe en plus un ordre de priorité qui est extrêmement défavorable à l'action macro-prudentielle, puisque, en gros, pour pouvoir activer aujourd'hui une action macro-prudentielle dans un pays, eh bien, il faut avoir fait la preuve de l'insuffisance des mesures micro-prudentielles. Donc, il faut absolument supprimer cette hiérarchie des instruments prudentiels. Il faut que le macro-prudentiel devienne tout aussi important que le micro-prudentiel. Alors cette combinaison que vous proposez entre une politique macro-prudentielle et une politique monétaire ferait-elle de la zone euro une zone monétaire en fait optimale ? Alors cette combinaison entre politique monétaire unique et politique macro-prudentielle déclinée à l'échelle de chaque pays et coordonnée au niveau de la zone euro ne transformerait sans doute pas d'un seul coup évidemment la zone euro en zone monétaire optimale, mais cela ferait sans doute de la zone euro un espace de moindre divergence parce qu'enfin elle serait dotée d'un instrument d'ajustement à des situations macro-conjoncturelles asymétriques entre les pays membres. Et en plus, cela tiendrait compte de l'intrication très forte aujourd'hui entre les déséquilibres économiques et les déséquilibres financiers. Eh bien, merci beaucoup, Jésabel Coupet-Soubeyran, pour cet éclairage sur la politique macro-prudentielle de la zone euro. Merci à vous.